Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Tokyo Radio, le podcast culturel qui vous rend accro juste ce qu'il faut. J'ai l'immense plaisir de recevoir Guy Birenbaum. Bonjour. Bonjour Boris. Merci d'être là. Alors, comment résumer Guy en quelques mots? Chercheur, journaliste, écrivain, éditeur, prof de tennis. Zut, ouais, j'ai oublié. Ça me vexe. Ça me vexe. Déjà, il faut commencer par là, tout compte, parce que les cours de tennis, c'était une phase différente de l'enseignement. Et j'ai appris à enseigner sur le cours de tennis, parce que quand j'étais moniteur de tennis, j'étais jeune. J'ai commencé, j'avais 17 ans, 17-18 ans à Deauville, près de la mer. Et la fac, j'ai commencé plus tard, forcément, puisque j'étais encore étudiant quand j'étais prof de tennis. C'est ça qui était rigolo. Et je me suis servi de ce que j'avais appris comme prof sur les cours pour tenter de ne pas trop ennuyer mes étudiants quand je fus universitaire à la fac. Voilà. J'ai cru que tu allais me dire pour draguer les filles. Non, en aucun cas, parce qu'il y a bien justement une frontière qui existe à cet endroit-là et que j'ai toujours respecté, et en ces temps de MeToo et d'affaires qui reviennent de très loin, pour ce qui me concerne. J'ai jamais fait partie de ceux qui considéraient que quand on avait un pouvoir, on devait en abuser. Ce fut même tout le contraire. Tu pratiques toujours le tennis? Oui, alors je joue un peu moins, mais je joue avec une de mes filles. Ça fait jouer un peu l'été. J'ai appris à jouer. Elle se débrouille pas mal. Je fais plus de tournois. J'aimais bien les tournois. Je faisais de la compète. J'adorais ça. J'étais un gros bagarreur sur le court. Mais alors, bon, maintenant que j'ai 62 ans, ça m'emmerde un peu qu'un jeune con de 18 ans pense qu'il peut me mettre une tôle. Et à la longue, ils finissent par m'avoir, donc je crois que je vais pas refaire de tournoi, en fait. Puis je me blesse tout le temps. C'est le truc des vieux aussi, ça, les contractures, les machins. C'est très très chiant. Voilà. Donc, j'ai arrêté. Alors pour tout dire, je te suis sur les réseaux, Insta et LinkedIn particulièrement depuis quelques temps. Et j'avais particulièrement apprécié un post, un très long post que tu avais écrit sur l'édition indépendante, un post avec lequel je me suis senti énormément concerné et cette liberté de ton qui est la tienne, qui est magnifique et en même temps qui doit pas te servir tous les jours non plus. Ça sert pas du tout en fait. Je te remercie. Alors on va se tutoyer puisque tu me tutoies Ah oui, on m'a dit qu'à la radio, il fallait se vous voyez. Non, mais moi, même si on se tutoyait dans la vie. Non. Et je n'y arrive pas, en fait. Non. Alors, en fait, le truc est très simple. Il y a deux écoles. Il y a l'école, ça exclut l'auditeur. Voilà. Ouais. De se tutoyer. Mais bon, on s'en fout un peu. On est entre nous. On va exclure personne. Et l'auditeur est là avec nous. Il est là avec nous et on le tutoie aussi. Absolument. Voilà. Et donc, oui, alors, la liberté de ton, la liberté de ton, c'est bien. C'est comme il y avait un slogan que tu es presque aussi vieux que moi, le ton c'est bon. Et alors la liberté de ton c'est très bon, mais bon, il y a un moment tu payes, hein. Tu payes. Donc oui, c'était le poste dont tu parles, c'est un poste où j'explique que de mon dernier livre dont je suis extrêmement fier, qui s'appelle Toutes les histoires sont vraies et que j'ai publié chez un éditeur indépendant, un tout petit éditeur indépendant formidable qui s'appelle les éditions Braquage. Donc ce livre, j'en ai vendu 680. Voilà. Donc, que dire? Que dire? C'est mon meilleur livre. Donc c'est un peu chiant parce que j'aimerais bien qu'il soit plus lu. Mais j'ai voulu expliquer comment l'édition indépendante peut ressembler à un cul-de-sac. Alors un cul-de-sac parce que les libraires sont pas toujours aussi gentils qu'ils le prétendent. Enfin, c'est pas les libraires, des libraires. Voilà. Ils ont pas tout le temps envie de commander des bouquins qu'on leur demande à la caisse comme ça, qu'ils ont pas commandé eux-mêmes. Et ce qui fait que les frais de port sont parfois un obstacle à la consommation, ce qui devrait pas être le cas, puisqu'avec le prix libre, le prix fixé et non pas libre du livre en France, puisque les livres, on a la chance que les livres coûtent le même prix absolument partout, ce qui est quand même une particularité, une exhibition culturelle. On est dans une émission culturelle, l'exhibition culturelle française, en tout cas en matière de lecture, elle est là. Hein. Mis à part le fait que le prix fixé ne tient pas compte des frais de transport. Exactement. Et donc le problème, c'est les frais de port. Et donc
je raconte dans ce post comment j'en ai pas vendu beaucoup et que la vie de mon éditeur est un cauchemar parce que il est à la fois emballeur de paquets, fermeur d'enveloppes, porteur d'enveloppes à la poste, colleur de timbres, mais aussi éditeur. Et je crois pas qu'il ait eu envie de monter une petite maison d'édition comme les éditions Braquage pour porter des colis à la poste, sinon ça se saurait. Pour faire de la logistique. Voilà, pour faire tout ce qui est la logistique. Et en fait, si t'as pas la chance d'avoir un bouquin qui se vend extrêmement bien et qui va te permettre de financer un petit peu aussi bien ce qui concerne la com que ce qui concerne la logistique, bah t'es un peu dans la merde. Et donc, moi j'ai voulu tenter l'expérience. Il se trouve que, étant éditeur par ailleurs, ayant eu la chance d'écrire des livres qui s'étaient beaucoup lus, je me suis dit que je pouvais essayer, quoi. Et en fait, je regrette pas. Je regrette juste que le seul point sur lequel je regrette, ce que je disais, c'est que j'aimerais que le bouquin soit plus lu, quoi. Mais donc l'édition indépendante, c'est super compliqué. Et il faut encourager, je trouve qu'on n'encourage pas assez ces petits éditeurs qui sont pas appuyés sur un système de distribution. Parce que la clé, en fait, c'est la distribution. T'as beau avoir des très bons papiers. Moi, j'ai eu la chance qu'on dise beaucoup de bien de mon livre. Mais comme il n'était pas dans les librairies, le gars qui va à la librairie, il dit, ah, j'ai entendu, le gars, il sait même pas de quoi on parle, le libraire, comment il s'appelle, vous dites? Non, ça me dit rien. Ou alors, je ne peux pas l'avoir. Oui, aussi. Je ne peux pas l'avoir, c'est une phrase, voilà. Mais je veux pas me fâcher avec tous les libraires, hein. Il est sur Amazon? Oui. Mais bon, et ça, c'est pas bien. C'est bien que Amazon, non, tu viens de dire une horreur. Aïe, Donc moi, pas non, du ça tout, va pas non, la tête. non. Amazon, pourquoi pas non, c'est horrible. Donc non, il est dans les Fnac, il suffit d'aller chez un libraire qui fait bien son taf, et il y en a une majorité. Je le dis parce que je sais qu'à chaque fois que j'écris ou je dis ce genre de choses, il y a toujours des libraires. Aïe, t'as dit du mal les libraires. Non, je dis pas du mal les libraires, je dis du mal de certains qui n'ont pas joué le jeu. Et donc j'ai par exemple le père d'une amie très proche à qui son libraire a fait croire pendant 3 semaines qu'il n'arrivait pas à l'avoir, alors qu'il le demandait pas à mon éditeur. Et moi, j'étais en contact avec mon éditeur qui disait, mais non, il ne le demande pas. Donc, c'est un peu dommage de ne pas faire les ventes à cause de ça. Mais, encore une fois, ce sont des particularités. C'est pas, comme disait Jean Gabin, il y a des poissons volants, mais ça n'est pas la majorité de l'espèce. Voilà. Donc, en termes de poisson volant, j'ai un peu raté mon coup. Merci pour la réplique, Jean Gabin. J'adore. Bah, Jean Gabin dans le président. Le président. Ouais. Ouais. J'adore passer du temps en librairie. C'est merveilleux de passer. On est tellement bien dans une librairie. Il y a rien de mieux qu'une. Moi, j'adore la librairie. J'aime pas trop quand on me dit ce que je dois acheter, par contre. J'avoue que le petit fascicule qui dit dans cet ouvrage absolument formidable de Gaston Trougnard, vous apprécierez particulièrement les... Alors là, c'est plutôt le genre de librairie où j'ai envie de me tirer. J'aime pas j'en connais une à Saint-Maur-des-Fossés qui est très très forte pour ça. Ah ouais. Ah ouais. Mais tu dis ça de manière ironique. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et t'aimes ça? Je me prends au jeu. Non. Des étiquettes. Ah non, moi je déteste les étiquettes. Ça renvoie au début. En même temps, quasiment tous les livres sont étiquetés, t'as pas tellement le choix. Bah oui, c'est ça le problème. Moi j'aurais plutôt tendance à aller vers celui qui a pas d'étiquette en me disant elle l'a raté celui-là. Ça doit être celui-là le bon. Et alors, oui, j'aime. Mais là, je retrouve bien le Guy Birnbaum, effectivement. Oui. Qui suit pas la trace. Je sais pas. Mais ça m'inspire pas trop quand on me dit c'est là que ça se passe. En tout cas, c'est certain, ton livre mérite bien plus que 680 lecteurs. C'est la vie. C'est clair. C'est clair. C'est la vie. Est-ce que tu aurais une anecdote? Une de ces histoires qui composent ce livre magnifique? Histoire vraie? Oui. Bien entendu. À nous raconter. Ça dépend quel genre d'histoire tu veux que je raconte. Raconter à nos auditeurs, ceux qui ne l'ont pas lu. Ah bah, tu veux dire à tous tes auditeurs? J'espère que quelques-uns. Non, je sais pas, peut-être si j'ai peur qu'il y en ait très peu. Oh là là, il y en a des histoires. Probablement l'histoire que retiennent beaucoup de gens et qui les a fait beaucoup rire, c'est l'histoire de la carpe dans la baignoire. Alors en fait, je suis juif ashkénaze, ce qui est un drame, surtout en ce moment. Mes 4 grands-parents étaient tous polonais. Et donc... tu t'en es souvenu parce qu'on te l'a rappelé récemment. Que je suis juif? Oui, ça fait quelques semaines, là, vraiment, j'ai vraiment l'impression que j'ai une étoile de David collée quelque part, alors que
A priori, c'est pas trop mon truc. J'ai pas fait de bar mitzvah, je suis pas du tout religieux. Enfin bon, mais visiblement, c'est important que tout le monde soit au courant. Donc voilà, je vais raconter une histoire juive. C'est ce que je fais de mieux. Et donc, mes grands-mères, dont une de mes grands-mères habitait à la maison parce que mon grand-père maternel est mort. Je l'ai pas connu. Il est mort quand j'avais 1 an, en 1962. Donc, cette grand-mère-là, qui s'appelle Rivka, vivait chez moi, et mon autre grand-mère, pour faciliter les choses, qui s'appelle Rivka. Ah bah oui. Ah ouais, sinon c'est pas drôle. Ne vivait pas. Et j'ajoute que mes 2 grands-pères s'appelaient Moïse. Sinon c'est pas marrant. Donc Rivka 1 et Rivka 2 aimaient à se réunir pour fabriquer ce plat dégueulasse que l'on appelle la carpe farcie. J'adore la carpe. C'est horrible. Alors c'est pas du tout. Mes grands-parents faisaient la carpe farcie. Je suis désolé, Boris. C'est pas du tout pour des motifs religieux, parce qu'on n'est pas religieux du tout dans la famille. C'était plutôt des communistes, des résistants, etc. Pas du tout des religieux. Et non pas qu'il n'y ait pas eu des religieux résistants. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc en fait, l'aventure de la carpe farcie débute toujours par l'achat de la carpe. Alors à l'époque, on est dans le 7e arrondissement. Nous habitons un appartement que nous avons réussi à avoir parce que c'est la loi de 48. Alors j'explique aux plus jeunes que c'était des loyers bloqués. Les appartements soumis à la loi de 1948 avaient des loyers bloqués, ce qui fait que mes parents avaient réussi à récupérer un appartement dans un quartier où on n'aurait jamais dû être, qui était le métro du Roc. Et donc, dans le temps, au Bon Marché, à la place de l'épicerie du Bon Marché, qui est quand même le magasin le plus hype du moment, j'allais déjà là-bas avec ma grand-mère, mais ça n'était pas l'épicerie du Bon Marché, c'était la poissonnerie qui se trouvait exactement dans le premier magasin. À l'extérieur, tu avais une très grande poissonnerie avec des aquariums, et donc elle venait acheter là une carpe. Et là, ça commençait. Il fallait d'abord que la carpe ait les yeux bleus. Ah oui. Voilà, donc imaginez une juive polonaise avec un accent à couper au couteau. Un truc qui n'existe pas. Elle n'a jamais réussi à parler un français normal. Donc l'accent yiddish popularisé par Kopek. Non, pas Kopek. Popek. Parce que Kopek, c'est encore autre chose. Tu vois, l'art de la radio, c'est de se rattraper en direct. Et donc, elle demandait la carpe aux yeux bleus. Donc déjà, le poissonnier, c'est une tronche, mais bon. Là, on repartait avec la carpe emballée dans du papier journal pour qu'elle ne bouge pas dans le caddie. Et on faisait toute la rue de Sèvres, puisqu'on habitait au bout de la rue de Sèvres, pour ceux qui connaissent la capitale, au bout du métro au métro du Roc. Et là, évidemment que la carpe, on la mange pas tout de suite, on la cuisine pas tout de suite, parce qu'il faut la dévaser. Et comment on dévase une carpe? Eh ben, on la met dans la baignoire, les gars. Et donc là, pendant 2 ou 3 jours, la famille Birenbaum au grand complet vivait. Ah, tu douches la carpe? Vivait avec une carpe dans sa baignoire. Et donc mes camarades du lycée Victor Duruy, chic parmi les lycées chics où j'aurais jamais dû aller, qui venaient chez moi ces jours-là, je leur faisais évidemment la blague de leur dire d'aller se laver les mains dans la salle de bain, et ils tombaient sur une carpe. Et là, je laissais libre cours à cette imagination qui ne m'a pas quitté. Je racontais, bah oui, on élève des carpes ici, c'est comme ça. Bon, donc ça, c'est la première phase, c'est la découverte par les copains de la carpe dans la baignoire, qui était déjà un bien. Pour se laver, il fallait mettre la carpe dans une cuvette, rincer la baignoire dûment dotée désormais d'écailles dégueulasses, bien rincée. Pendant ce temps-là, la carpe s'échappait évidemment de la cuvette, parce que une carpe, ça reste pas dans une cuvette. Et on remettait la carpe dans de l'eau froide, hein, je rassure, aucun animal n'a souffert jusqu'ici. Alors, la suite, ça se gâte. Hein. Si vous avez l'âme sensible, je vous conseille de vous écarter de Radio Tokyo, ne restez pas là parce que ça va être gore. Revenez vite quand même. Si vous avez aimé Massacre à la tronçonneuse, vous pouvez rester. Donc là, mes grands-mères sortaient la carpe parce que c'était 2 ou 3 jours après, c'était le moment. Et donc comment tue-t-on une carpe? Eh bien, ma grand-mère Rivka, numéro 1, avait une méthode très spéciale, c'est qu'elle lui fracassait la tête contre les murs de la cuisine, au grand dam de la femme de ménage, absolument horrifiée. Mais sauf que ça meurt pas comme ça. Ça continue, ça bouge. Donc il y avait des écailles, du sang sur les murs de la cuisine, c'est absolument infernal. Je regrette qu'il n'y ait pas une caméra pour voir à quel point ce pauvre Boris est en train de perdre tous ses moyens. Et là, à moitié assommée, il fallait couper la carpe. Mais elle n'est pas morte.
Et donc là, le couteau Seb orange, les plus vieux savent de quoi je parle. Le couteau Seb orange à 2 lames apparaissait, sortant de je ne sais quel tiroir. Et la carpe, encore frétillante, commençait à perdre petit à petit tout ce qui lui restait de morceaux. C'est horrible. C'était absolument horrible. Et j'assistais à ça, personne m'obligeait, mais je regardais ça. Et la malheureuse femme de ménage portugaise était absolument consternée parce qu'elle elle devait laver les murs et le reste après. Et donc, ça se terminait ensuite par la façon de cuisiner cette carpe. Et pour le coup, tu as beau dire que tu aimes ça, moi j'ai jamais aimé ça. Mais donc voilà, cette histoire vraie fait partie des nombreuses histoires d'enfance que je raconte dans Toutes les histoires sont vraies. Aux éditions Braquage, je fais un peu de pub pour qu'il y ait 682 lecteurs. Et je dois dire que je sais pas ce qui m'amusait le plus de l'achat au bon marché avec la carpe aux yeux bleus, de la stagnation de la carpe dans la baignoire, du rinçage de la baignoire, de l'assassinat de la carpe. Enfin, le pire, c'était de la manger. Parce que vraiment, c'est pas bon. Voilà, est-ce que cette histoire va plaire à ton auditoire? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on a perdu la moitié des gens là déjà. En tout cas, moi, elle m'a énormément plu. Oui, je vois bien. J'ai beaucoup ri. Je vois bien. J'essaie de reprendre. Reprends ton sérieux. Voilà, mon sérieux, exactement. Un grand bravo aussi à ton éditeur. Oui. Parce que il faut un courage. Romain Lejeune est une passion incroyable. Romain Lejeune est un gars formidable. Alors, il a eu de la chance aussi étant, c'est qu'il a publié un livre merveilleux qui sont les mémoires de J.D. Beauvalet, journaliste des Inrecuptibles. Et ce bouquin-là a très très bien marché. Il a publié avant le mien, je crois qu'il en a vendu entre 15 et 20 000 exemplaires, je crois. Et donc ça lui permet de tenir. Et c'est important qu'il arrive à... Et il y a eu d'autres bouquins, je pense à un bouquin de Delphine Chaume qui est vraiment bien aussi. Enfin, il travaille aussi sur des textes de Damien XVI. Il fait plein de trucs très bien, mais c'est vachement compliqué. Voilà. Oui, parce qu'on parle des difficultés des éditeurs indépendants et des auteurs, des écrivains. Mais c'est vrai que la presse, les médias ont un rôle important à jouer pour promouvoir des beaux livres. Si tant est qu'ils soient... des belles éditions. Si tant est que les livres soient au moment où les médias en parlent, dans les fameuses librairies dont je parlais au départ. Et donc, s'ils n'y sont pas, eh ben, c'est raté. Voilà. Et pardon pour la librairie à Saint-Maur-des-Fossés que j'adore. Mais oui. Par ailleurs. Bien sûr. Guy, tu m'as beaucoup fait rire. Franchement. C'est un métier. Tu m'as beaucoup fait rire. C'est un métier. Je débute en radio. C'est un métier. Là, je vois, il y a du lourd devant moi. Du lourd. Du lourd, je sais pas. Mais raconter des conneries, ça, je sais faire, oui. À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais raconter ces histoires qui vont ponctuer ma vie? Ça part d'Instagram. Ah oui? Oui. Des réseaux sociaux. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à exhumer des vieilles diapositives où il y avait ma grand-mère, mes parents, etc., que j'avais numérisé quelques années plus tôt, et j'ai vu l'effet absolument sidérant que produisaient ces histoires sur l'audience d'Instagram, à savoir à la fois le grain du Kodachrome ou de l'Ektachrome numérisé, qui donne pas du tout la même chose que les photos qu'on prend avec les appareils numériques ou les smartphones, parce que c'était de l'argentique évidemment, et numérisé ça reste de l'argentique avec des tons tout à fait différent, et j'ai accompagné donc ces images exhumées des années 80, parce que j'ai commencé la photo en 1980-1981 avec un Nikon EM, donc j'avais 19-20 ans. Ça fait l'appareil. Ouais, à l'époque c'était bien. Et j'ai commencé à poster ça, et j'accompagnais à chaque fois la photo d'un petit texte un peu souriant ou un peu émouvant. Et j'ai vu que ça prenait de façon incroyable. Donc ça a commencé comme ça. Et à ce moment-là, un très bon ami à moi qui s'appelle Sylvain Bourmeau, qui a une très jolie revue indépendante en ligne qui s'appelle AOC, que je conseille à tous ceux qui la connaissent pas, très engagé, m'a dit « Ah là là, mais il y a JD, parce que Sylvain est un ancien des Inrocks, JD Beauvalet a publié aux éditions Braquage, il me dit ton truc, je suis sûr que ça plairait à Romain Lejeune, etc. » Et donc c'est comme ça, j'ai contacté moi-même Romain Lejeune, qui était très étonné, parce qu'il m'a dit, mais pourquoi tu viens, toi, chez un petit crin-crin comme moi? Bah, je dis, bon, pourquoi pas, après tout. Donc, tout ça, c'est fait sans argent, hein. J'ai pas de prix d'avaloir, ni quoi que ce soit. Et c'est comme ça que ça a débuté, à cause de photos, de vieilles photos des années 80, donc de photos de 40 ans, sur les réseaux sociaux, sur Insta.
Voilà Donc, l'histoire. preuve que les réseaux sociaux servent à quelque chose. Mais les réseaux sociaux Instagram servent. notamment, et aussi que la photo n'est jamais très très loin de nous. Non. Ah non, l'image n'est jamais loin parce qu'en fait, il y a deux choses qui sont pas loin et il y a l'image et le son. C'est pas pour rien qu'on est devant tes micros. Alors, pourquoi le son? Parce que c'est un livre qui est associé à une playlist. Parce que si ce sont des images, si je raconte des choses vues et vécues, quasiment à chaque chapitre, petit chapitre, il y a une musique qui correspond. C'est assez incroyable. Et du coup, j'ai fait une playlist qui existe vraiment, qui est la playlist de Toutes les histoires sont vraies, qui est en libre accès sur Deezer, bien sûr. Et où il y a la plupart des morceaux, puisque j'ai pris soin à chaque fois que ce soit le générique des Mystères de l'Ouest, évidemment, Robert Conrad, tin, 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 tin. Vous y attendiez pas à celle-là. Ou les Stranglers, ou les Beatles, évidemment, parce que je ne peux pas vivre sans Paul McCartney. Je vais m'empresser d'aller sur cette playlist. Voilà, la playlist existe et il y a tous les morceaux que je cite au fur et à mesure du bouquin, comme par exemple Airport des Motors, qui correspond très exactement au jour où, avec mon copain Rémi, on vient d'obtenir notre baccalauréat. Donc on est en 1978 et on sort de là et on va chez lui, on écoute c'est Airport qui passe. Et donc tout est à la fois lié à l'image et au son. Et c'est un peu l'histoire de ma vie, en fait, qui est résumée dans l'image et le son. L'histoire de ta vie. Ouais. Rien que ça. Rien Mais que ça. pas frimeur, le mec, tu vois. Et ta playlist a été écoutée 680 000 fois. Non, je crois pas du tout. Je peux pas te dire, j'ai même pas regardé. Pas regardé. Bah non, je peux regarder en direct, mais à mon avis, c'est ça pas va. un accro au stade comme moi. Non. Non, parce que je crois plus à la qualité qu'à la quantité en vérité. Et donc si c'est, puis tu sais, tu peux truquer les stats aussi. Si quelqu'un écoute. Tu peux, hein, grave. Voilà. Donc non, je sais pas du tout. C'est une bonne question. On regardera après. J'ai jamais regardé. Je me suis jamais posé la question. Je savais même pas que je pouvais voir sur Deezer combien de personnes l'avaient écouté. Donc je crois. Bon bah écoute, tu viens de me l'apprendre. Donc tu dis entre la musique et les images. Oui. Mais c'est un peu plus que ça. J'ai réagi parce que c'est un peu plus que ça. Guy Birnbaum, c'est un peu plus que entre la musique et les images. Oui, il y a des médias, il y a de l'écriture, il y a plein de trucs. Mais enfin, le rôle de la musique est très structurante. Je chante d'ailleurs. Je me produis parfois dans un restaurant Trouvillais avec un camarade à moi qui joue magnifiquement de la guitare. Il s'appelle Didier Lefebvre. Et de temps en temps, on se fait je vais répéter avec lui, on se fait 5-6 morceaux des Beatles. Et oui, mais j'ai grandi comme ça. J'ai un frère qui a 10-11 ans de plus que moi, et donc il y avait les surprises parties à la maison. J'ai l'impression que tu as toujours fait exactement ce que tu voulais au moment où tu le voulais. Oui. Alors, des fois, j'étais un peu contraint quand même. C'est arrivé Je dis pas que tout est facile. Voilà. Mais oui, j'essaye. En tout cas, plus je vieillis, plus j'essaye de faire ce que je veux. Quand j'étais plus jeune, c'est pas évident. Quand t'es dans un journal, tu écris pas exactement tout le temps sur les sujets sur lesquels t'as envie d'écrire. À la radio, j'ai toujours réussi une ou deux fois. Des emmerdeurs ont voulu me forcer à faire des trucs, des chroniques que j'avais pas envie de faire. Alors ça s'est très mal passé pour moi et pour les emmerdeurs. Parce que je n'aime pas faire des trucs à reculons. Qu'est-ce que t'as pas fait? J'ai fait, mais volontairement mal. Et en faisant comprendre que on me forçait. C'est arrivé. Oui, j'ai plutôt fait les trucs que j'avais envie de faire. Ouais, t'as raison. Dans le fond, t'as raison. Oui, et même très très tôt, puisque ta thèse, parce qu'il faut dire aussi que t'es chercheur, docteur en recherche. Docteur en sciences politiques. Docteur en sciences politiques, et ta thèse est la première thèse qui a été rédigée sur le Front National. Oui. En 1992, que j'ai commencé par faire. Tu avais à ce moment-là. J'ai commencé à travailler sur le Front National en 85. C'est mon mémoire de DEA, donc en 85, je suis né en 61. Donc j'ai 25 ans. Et j'ai soutenu ma thèse en 92, donc j'avais 31 ans. Voilà, c'est docteur. Et là, personne ne t'a dit quoi faire. Bah si, comment le faire. Mon patron de thèse, qui était un mec merveilleux, qui là aussi je rends hommage dans Toutes les histoires sont vraies, qui était un type qui s'appelait Jacques Lagroix, qui beaucoup des actuels chercheurs en sciences politiques et enseignants en sciences politiques doivent beaucoup, toute ma bande de copains de l'époque.
et mon plus vieux copain qui est toujours mon pote Bastien François. Tiens, je fais séquence pub. Bastien François, chez Gallimard, retrouver Estelle Mouflarge. J'explique juste 2 minutes. Donc c'est de la culture. Bastien habite dans le 18e arrondissement et puis il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, Le Monde met en ligne une appli qui permet de savoir où étaient les gens, les enfants, les jeunes qui ont été déportés dans l'arrondissement. Bastien se log, il va sur le truc et il trouve qu'il y a une jeune fille juste à côté de chez lui. 10 ans d'enquête. Exceptionnelle. Retrouver Estelle Mouflarge chez Gallimard. C'est un immense livre. Et c'est mon meilleur pote, c'est mon plus vieux pote. Mais alors franchement, si vous devez lire un truc cet été, pas un livre de plage, hein, mais c'est merveilleux. Donc voilà, avec tous mes copains, on avait à l'époque, je repars en arrière, Jacques Lagroix, qui était ce mec absolument merveilleux, qui m'a quand même beaucoup soutenu. Tu disais que j'avais fait ce que je voulais. C'est mon patron de thèse qui m'a aidé quand même. Tu vois, qui m'a vraiment accompagné. C'est son rôle. C'était son rôle. Mais c'était pas une thèse littéraire, c'est-à-dire c'était pas une thèse basée sur beaucoup de livres, c'était une thèse qui était basée sur le terrain, c'est-à-dire que j'ai rencontré les dirigeants du Front National de l'époque pendant de longues heures. J'avais le cheveu ras, le blouson de cuir, des grosses pompes parce que je faisais un peu genre je suis sympathisant, ce qui n'était pas le cas, je rassure les derniers auditeurs. À commencer par Jean-Marie Le Pen. À commencer par Jean-Marie Le Pen, bien sûr, qui m'a accordé plusieurs entretiens et que j'ai revus souvent après. Même en 2002, je suis allé le voir pour un bouquin que j'écrivais après les événements du 21 avril. Oui, donc c'était une thèse vraiment de terrain, on va dire, plus qu'un travail basé sur de bibliothèque. Ouais, exactement. Mais donc oui, ça j'ai fait ça très tôt. Parce que après j'ai compris probablement pourquoi ce genre de sujet m'intéressait, mais il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne pourquoi j'étais parti à la recherche de ce genre de sujet. Est-ce que ce travail, cette thèse a contribué à ta construction pour les années qui ont suivi, notamment en tant que journaliste? Disons que ça m'a permis d'accéder à la presse parce qu'ils ont tout de suite été intéressé par le jeune mec qui avait fait la première thèse sur le Front National. Donc, pour de mauvaises raisons, j'ai très tôt fréquenté le système médiatique. J'ai le souvenir d'avoir fait ma première interview sur Europe 1 avec Catherine Ney, quand même. Donc, c'était vraiment... On est en 1992. Je suis un môme, hein. Et je suis au micro de Catherine Ney le matin sur Europe 1 pour parler du Front National. T'étais à ta place. Oui, j'étais à ma place. Oui, sans doute j'étais à ma place. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après, je vais travailler à Europe 1, je vais même diriger Europe 1. C'est ça qui est assez... T'as des raccourcis de l'histoire qui sont plutôt marrants, quoi. Et même si c'est la phase diriger Europe 1 n'a pas duré très longtemps, puisque t'es sur un siège... C'était rien à voir. Éjectable. Mais donc oui, j'ai approché la presse comme ça. Et parce que le sujet était sexy pour... Combien de temps, justement, entre ta première émission en tant qu'invité et la direction de Europe 1 alors, écoute, s'est-il passé 92, je suis invité. 2018, je suis numéro 2. Bravo. Vu la façon dont je me suis fait éjecter et les 3 ans de chômage qui ont suivi, je ne suis pas certain que ce bravo... soit vraiment bravo pour l'ascension. L'ascension, oui. Mais la descente, tu sais, on descend, on monte les marches doucement et on descend beaucoup plus vite. Et je suis l'incarnation du toboggan. Il y a les incarnations du tremplin, j'en connais. Moi, c'est plutôt le toboggan vers le bas. Mais c'est pas grave. Mais parlons-en de ce toboggan, justement. Moi, j'ai très envie d'en parler. J'ai très envie que tu m'en parles, que tu nous en parles. Parce que c'est un sujet qui est très peu évoqué. On évolue dans un monde de oui-oui. Ah oui. De béni oui-oui, parfois. De développement personnel, de bien-être et tout ce que l'on veut bien nous asséner sur les réseaux sociaux et autres. Lorsqu'on est confronté à cette réalité dure, comment ça se passe? Ah bah ça se passe mal. La dépression, d'abord... l'incapacité à se lever de son lit, avoir peur du pommeau de douche, etc., sans comprendre du tout ce qui se passe. Donc ça, c'est un premier temps. Donc t'arrêtes de travailler, tu finis par
heureusement, t'as une famille formidable, tu trouves un docteur formidable, un médicament formidable, donc tu repars, tu remontes sur le cheval, puis tu retombes un peu parce qu'on, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, donc tu retombes une fois, deux fois, bon, c'est pas. Et je crois que ça marque profondément, mais ça ne marque pas que toi. Ton entourage. D'abord, ça marque ton entourage parce que être la femme d'un mec qui fait une dépression, c'est pas génial. Et je pense que ça a été très très dur pour ma femme et mes enfants, et pour mes proches, globalement, mes amis. Et ça marque aussi ceux avec qui tu es censé travailler. Moi, j'ai vu quand je suis revenu la première fois à Europe 1, le regard des gens était différent. Ils avaient un peu peur. Même les patrons, hein, d'ailleurs. Parce que je conçois très bien, hein, je suis pas en train de les critiquer. Ça fait un peu peur, quelqu'un qui a disparu pendant 2 mois et demi, et qui revient. Quelle que soit la maladie, hein. Là, pour le coup, mais les maladies psychologiques, psychiatriques, je sais pas comment on doit dire, hein, ça fait très peur parce que je me souviens d'une discussion avec la fin de la saison, puisque j'ai quitté Europe 1 à la fin de cette saison-là, puisque c'était plus possible en fait, pour plein de raisons. Une discussion avec le patron de l'époque, Fabien Amias, et je voyais bien que Fabien il avait les jetons. Et je lui en veux pas du tout d'avoir eu les jetons. Parce qu'il a bien compris, et d'ailleurs on s'est revu après, et j'ai vu à quel point il avait bien compris. Parce qu'il n'a pas su comment réagir. Si, mais en même temps, tu n'offres pas les prises habituelles. T'es comme une valise sans poignée. C'est compliqué à porter une valise sans poignée. Faut prendre sous le bras. Faut prendre sous le bras, et donc tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop comment dire que on sait pas bien ce qu'on va faire avec toi, etc. Alors que toi-même t'es déjà sur le départ, donc c'était pas très grave. Et donc ce sont des échanges qui sont compliqués. Et donc que j'ai vécu, mais ce qui a été encore plus compliqué, c'est après. C'est-à-dire que une fois que, bien des années plus tard, donc arrivé au sommet de cette boîte, avec mon ami Laurent Guillier, qui était à la tête d'Europe 1, RFM et Virgin, on s'est fait virer. Je découvre à 58 ans, moi qui ai toujours pensé que j'étais désirable, parce que je savais parler dans un micro, mais j'ai décidé que je parlais plus dans un micro. C'est comme ça, là, je parle dans un micro, mais c'est très rare. Merci. Voilà. Non, c'était pas pour que tu me dises merci. Si. Mais voilà, je parle pas trop. De temps en temps, quand j'ai un truc à raconter, un bouquin qui sort, ou je vais dans un truc, et là, tu m'as demandé gentiment, donc j'ai considéré que c'était une bonne idée, puis c'est avant l'été, et puis voilà, c'est bien, on va parler un peu. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas désirable, et que probablement d'avoir raconté la dépression, d'avoir dit les choses, d'avoir mis des mots précis sur ce désordre, que c'était un dérangement, désordre. Une chanson de David Bowie, I'm Deranged. Je sais pas s'il parle de ça d'ailleurs, mais ça pourrait. Et j'ai bien vu que le livre dans lequel je raconte ça, qui s'appelle Vous m'avez manqué, c'était pas une bonne pub pour trouver du travail. Parce que les types se disent, bon bah voilà, le gars est dépressif, ça va recommencer. C'était un travail nécessaire. Alors je l'ai pas... Tu l'as fait pour toi aussi déjà. Ouais, mais ça c'est pas bien si c'était que pour moi. Alors heureusement c'était pas que pour moi, c'était j'ai reçu beaucoup de témoignages vachement touchants de gens qui se sont rendus compte qu'on pouvait sortir du truc, du tunnel. Donc ça, faire que... Est-ce qu'il a le mérite de le dire et de l'écrire? Ouais, alors comme l'a fait Labro avec ce livre formidable qui s'appelle Tomber 7 fois de se relever 8, comme le raconte William Styron, l'immense William Styron, dans un livre que je recommande à tous ceux qui vont pas très bien, qui s'appelle Face aux ténèbres. Et qui, là ça va très très loin, mais bon, c'est plus littérairement, on tire pas dans la même catégorie, hein. Donc t'as Styron, t'as Labro, t'as Scott Fitzgerald, La Fêlure. J'ai lu tous les trucs, je me raccrochais, en fait, j'allais lire des livres pour voir comment allaient mal ces gens. Ce qui est une très belle thérapie. Je sais pas.
En tout cas, j'ai fait ça. Lire des livres, en tout cas. Mais quand je pouvais, parce qu'à un moment, je pouvais Pas lire rien. du tout. Ah non, Ouais. ni lire, ni quoi que ce soit. Et donc, je me suis rendu compte après que de l'avoir raconté, c'était pas le meilleur argument publicitaire pour Guy Birenbaum. Guy Birenbaum parle de lui à la troisième personne comme Alain Delon. Et donc non, c'était pas une très bonne, c'était pas la super pub et je voyais bien que les gars ils me regardaient comme ça un peu en disant putain mais celui-là, je lui donne pas 3 semaines. Combien as-tu vendu d'exemplaires? Vous m'avez manqué? Oui. Je sais pas. 3-4 000, un truc comme ça. 3 à 4 000. Ouais, je crois. Je sais pas, faudrait demander à... Super bien. Oui, mais j'étais très mal habitué parce qu'un jour j'ai vendu beaucoup de livres. Imagine que tu as vendu quand même, tu as aidé 3 à 4 000 personnes. Avec Je tes sais livres. pas. Non, je crois que j'en ai aidé plus. Parce qu'en fait, ça se prête, tu vois. Non, mais les chiffres de l'édition, c'est quand même pathétique, non? Oui, bon, Quand on regarde relativisons. Joséphine Ange Gardien, Relativisons. bah oui, mais je peux pas relativiser parce Oui, que mais on fait du beau. oui, mais moi, tu vois, je voudrais faire Avatar. Et l'Avatar, c'est moi. Donc, si tu veux, c'est pas terrible, quoi. Mais non, t'as envie, c'est pas vrai, faut être honnête. Guy, il est pas trop tard. Oui, bah alors écoute, Tu peux. si t'as une idée, si t'as une idée en sortant de là, lance-toi. ouais, lançons-nous tous les deux. Tu m'as l'air, Oui, tu oui. m'as l'air, tu m'as l'air doué Je aussi. suis partant. Ouais, t'es partant, mais je sais pas si t'es plus doué que moi. À deux, on peut peut-être Ouais. tenter quelque chose. Allez, ça marche. Vendu. Est-ce que tu serais d'accord pour nous raconter encore une petite anecdote? Parce que, franchement, moi, elle m'a fait tellement rire. Mais tu veux un truc drôle? Oui. Ouais, alors qu'est-ce que je pourrais te raconter? Non, je peux faire un autre truc vachement bien. Je peux en lire une petite. Ou parce que poétique. le texte est derrière moi. Ah, mais oui. Et je lis vachement bien. Trop bien, Regarde. trop bien. Tokyo Radio, la spontanéité. Je prends le livre qui est là. Et alors, attends, je vais en trouver une. J'ai envie. Oui, parce que nous avons un livre comme ça, tout à fait par hasard, à côté de nous. Voilà. Alors celle-là, elle est vachement bien. Ah, super. Et c'est celle-là que je voulais. Elle s'appelle Marée haute. Vous êtes prêts? C'est pas très long. Il était assis sur le sable face à la mer. La Manche. La plage de Trouville était encore quasiment vide. La dame, en maillot violet, était arrivée derrière lui avec son sac, sa petite serviette et ses petites chaussures à la main. « Bonjour, monsieur », lui avait-elle dit. Il avait grommelé un vague « Bonjour ». Il détestait qu'on lui parle quand il était en train de regarder la Manche monter. « La mer monte, là, monsieur ?»« Oui, madame, la mer monte. » Il pensait à la chanson de Raoul de Gottwarsveld, « Quand la mer monte. » « Et dites-moi, monsieur, est-ce qu'il y a assez d'eau pour se baigner ?» Devant son silence totalement interloqué, la dame en maillot violet avait répété une deuxième fois sa question, pensant probablement qu'il ne l'avait pas entendue. « Est-ce qu'il y a assez d'eau pour se baigner, monsieur ?» Il avait tenté de réprimer le fou rire, qui du coup montait, lui aussi, comme la Manche. « Bah oui, madame, regardez, devant vous, des kilomètres de mer !» Et là, il lui avait montré la Manche immense face à elle, avec le Havre sur la droite. Évidemment, aucune côte visible en face et la digue, entre Trouville et Deauville, sur leur gauche. Des kilomètres et des kilomètres de mer, madame. Très bien. Merci, monsieur. Bah, je vais me baigner alors. La dame en maillot violet avait posé ses affaires et était allée vers la mer. Non sans lui avoir demandé de surveiller son sac, sa serviette et ses petites chaussures. Il ne l'avait pas vue ressortir de la mer. Waouh. Voilà. Superbe. Elle est jolie cette histoire. Très belle. Elle est vraie. Tragique. Mais belle. Tragique, non, elle est pas morte. On va pas dire, la SNSM n'est pas arrivée. À traverser. Hein. Mais non. Non, elle est pas partie en Angleterre. Je viens de prononcer 4 initiales très importantes. Moi, j'aime bien de faire des petits trucs comme ça. SNSM. Pensez à donner de l'argent. Ah, ouais. Pensez à donner de l'argent, camarades, à nos amis, nos amis les sauveteurs nos en amis mer. les sauveteurs en mer qui risquent leur vie. Voilà, qui risquent leur vie. Donc voilà, tu vois, il faut une émission de radio, c'est un truc où tout d'un coup tu
tu pars dans la poésie, puis tu ramènes brutalement le lecteur, tu le prends par le bras, tu dis, tu vas filer du pognon à la CNSM, oui ou merde? Et tu vas acheter le livre de Guy Birendorf aussi. Non, c'est trop tard. Aux éditions Braquage. Merci beaucoup, Guy. C'est moi qui dis merci. C'est une belle conversation. C'est moi qui dis merci. Et puis on se revoit très vite. Hein. De toute façon, j'ai compris qu'on allait monter une affaire tous les deux, que ça allait être florissant. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt.